Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire, ce premier webinaire du risque en 2026. Je vous remercie pour votre présence. Premièrement, je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas, donc c'est pas que je veux pas que vous me voyez, c'est juste que j'ai un problème de caméra aujourd'hui. C'est ça. Merci d'être présent. Le webinaire est enregistré et si vous voulez pas être vu, juste fermez vos caméras. Et le webinaire va être disponible sur YouTube en début de semaine prochaine. Aujourd'hui, nous recevons Hélène Després et Alice Carl pour nous parler des ressources sur les inondations au Québec qui sont proposées par le risque. Donc, euh, on va avoir deux parties dans la présentation avec deux moments pour poser des questions. On vous expliquera le temps venu. Donc, premièrement, Hélène est la coordonnatrice du risque depuis novembre 2024 et elle est aussi professeure associée à l'UQAM. Au risque, elle est responsable du chantier sur le transfert et la valorisation des connaissances. Et Alice, quant à elle, est candidate au doctorat en écotoxicologie aquatique à l'UQAM. Elle est titulaire d'un master en sciences de la mer et de l'océan à l'Université de la Sorbonne. Et ses recherches portent sur les effets et les interactions des métaux sur les écosystèmes d'eau douce. Donc, Alice est également assistante de recherche au risque depuis mars 2023 et elle travaille en ce moment sur la synthèse des connaissances et la veille scientifique. Donc, mesdames, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine, c'est gentil. Je suis très contente de vous voir en grand nombre. Vous allez avoir une exclusivité aujourd'hui. On va vous présenter, entre autres, notre nouveau site web qu'on a mis en ligne ce matin même. Donc, vous êtes vraiment les premiers à le voir. Et donc, vos commentaires, vos feedbacks vont être tout à fait les bienvenus, puisque c'est effectivement un nouveau projet, un tout nouveau projet qu'on lance et puis qui, évidemment, n'est pas terminé, il est encore en construction, mais on considère qu'il est déjà utile et tout à fait présentable. Donc, on a décidé de le mettre en ligne et puis de continuer à l'améliorer. Donc, ça, c'est un peu pour le contexte, mais je vous présente, je partage mon écran. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, moi et Alice, on va vous présenter deux nouveaux outils qu'on a développés au risque dans les derniers mois. Donc, d'abord, je vais faire une petite introduction sur le contexte dans lequel on les a développés, pourquoi, les étapes. Ensuite, Alice va vous présenter la veille bibliographique. Donc, c'est surtout elle qui a travaillé sur ce projet-là depuis déjà plusieurs années, mais dans sa version actuelle depuis quelques mois. Donc, elle va vous présenter l'historique, ce qui est fait en coulisses. Donc, c'est quoi un peu la valeur scientifique aussi de cette bibliographie-là, puis ce que vous pouvez en faire. Et ensuite, je vais vous présenter ce nouveau site web de cartographie des outils, connaissances et expertise sur les inondations au Québec. Euh, Vous allez voir que pour nous, ces deux outils, c'est pas pour rien qu'on vous les présente aujourd'hui ensemble. Ces deux outils qui sont complémentaires. Le premier, s'adresse surtout à des chercheurs, universitaires ou non, et des gens qui cherchent des sources scientifiques fiables dans des revues à comité de pairs, dans des ouvrages, alors que le deuxième s'intéresse plus au grand public, aux décideurs, aux professionnels qui cherchent plutôt des outils, des documents vulgarisés, savoir ce qui se fait comme recherche, mais sans chercher pour autant des documents révisés par les pairs, des données scientifiques. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir accès aux ressources de manière plus générale. Donc, pour nous, c'est vraiment deux volets de ce nouveau chantier sur le transfert des connaissances. Donc, je vous mets un peu de contexte. Je vais faire assez rapidement l'introduction parce qu'on va avoir le temps de vous présenter le projet, les outils eux-mêmes plus en détail. Donc, le 7 mars dernier, 2025, on a organisé un atelier pour le chantier, ce qu'on appelle le chantier 2 du risque. Le risque a trois chantiers, un sur plutôt la recherche intersectorielle, le deuxième sur le transfert et la valorisation des connaissances et le troisième sur la formation. Donc, on a fait un atelier sur le transfert et la valorisation le 7 mars, et puis on a, avec certains d'entre vous, je pense qu'ils étaient là d'ailleurs, on a identifié certains enjeux et constats, les besoins, les problèmes qu'on peut rencontrer sur ce sujet-là. Donc, on a identifié certains enjeux, la nécessité de distinguer les enjeux du transfert et mobilisation du risque de celui des projets financés. Autrement dit, nous, notre rôle, c'est pas nécessairement de diffuser
le contenu des projets eux-mêmes, mais de les mettre en valeur, de les mettre en relation, de voir quelles données peuvent sortir des relations qu'on peut créer entre les projets. Donc, on n'a pas nécessairement le même niveau de diffusion. Ensuite, et de peut-être la manière plus importante, puisque ça va être ce qui va nous occuper aujourd'hui, une surcharge informationnelle et une multiplication désordonnée des mesures et des projets dans une logique de compétition sur les inondations et la dispersion des rôles en temps de crise. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu à de multiples reprises. Donc, c'est pas qu'il se fait rien sur les inondations au Québec. Au contraire, il se fait énormément de choses, mais c'est parfois difficile de s'y retrouver parce que tout le monde fait des choses, parfois chacun dans son coin, parfois en collaboration, mais reste qu'il y a un enjeu important de surcharge informationnelle et de dispersion. Ensuite, la désinformation, la mauvaise utilisation des concepts, donc le problème que tout le monde ne s'entend pas nécessairement sur la même utilisation des concepts aussi, dans une logique intersectorielle. Dans tous les secteurs, on n'utilise pas les mêmes concepts de la même façon. Ensuite, la rareté des cas concrets, des récits, des témoignages. Donc, vraiment, avoir accès aux récits de sinistrés, par exemple, d'intervenants, de gens qui ont vécu des inondations. Donc, ça, c'est un manque aussi qui nous a été rapporté. Une importance de la capacité à la co-responsabilité, conscience de responsabilité à long terme des citoyens. Ensuite, une utilisation possible des publics intermédiaires, donc plutôt le communautaire, le municipal, pour atteindre les citoyens plutôt que nous essayer d'atteindre directement les citoyens, puisque eux sont déjà en contact. Donc, c'est à réfléchir à de quelle façon le réseau de partenaires doit travailler ensemble pour parler aux citoyens notamment. Et les municipalités qui manquent de sources vulgarisées et neutres pour appuyer leur prise de décision, mais aussi pour les expliquer. Surtout les prises de décision sur des sujets plus controversés. Donc, ça, c'est une des choses qui nous a été aussi soulevée. Donc, on a transformé ça un peu en objectif. Donc, lutter contre l'éparpillement, la surcharge informationnelle, lutter contre, j'ai mis la désinformation, la malinformation, mais surtout la mésinformation. Je ne suis pas certaine qu'il y a énormément de désinformation sur le sujet, mais certainement de la mésinformation, c'est-à-dire une propagation d'informations erronées sans avoir nécessairement des mauvaises intentions. Ensuite, réduire la multiplication désordonnée des mesures et des projets, la dispersion des rôles, outiller les municipalités avec des sources vulgarisées, donc mettre davantage la parole des citoyens de l'avant et communiquer avec les publics intermédiaires. Donc, solutions. Les deux solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est donc surtout pour lutter contre la surcharge informationnelle et la mésinformation, donc cette veille bibliographique et ce site web. Pour les autres, je peux vous évoquer rapidement. On a donc une école d'été qui va avoir lieu au mois de juin. Donc, je vous encourage à regarder si vous n'êtes pas déjà au courant dans nos actualités, mais qui va justement mettre en commun les étudiants, les chercheurs et des acteurs du milieu, notamment communautaire, municipal, surtout de la sécurité civile. Donc, pour les faire travailler ensemble, les faire discuter, justement, pour faire essayer d'aller au-delà des silos et de disperser les rôles. Donc, vraiment créer un espace de rencontre. Puis outiller les municipalités avec des sources vulgarisées, ben ça va être la synthèse des connaissances. On va vous en reparler, je vais vous en reparler rapidement aujourd'hui. C'est amorcé dans le sens qu'on a plusieurs étapes de fait, mais la rédaction elle-même, elle n'est pas amorcée. Mais en fait, c'est que la veille et le site web va servir à alimenter cette synthèse-là. Donc, d'où le fait que c'est des outils qui vont servir en fait à l'alimenter. Et puis une nouvelle revue scientifique aussi qui vient d'être financée par le FRQ, Courant croisé, qui va permettre justement d'avoir une vraie revue interdisciplinaire sur l'eau et ses risques au Québec en français. Donc, ça aussi, ça va être un outil important. Finalement, pour mettre de l'avant la parole des citoyens, je peux vous dire qu'on a un projet avec, en fait, deux de nos étudiantes, dont j'ai vu Ariane tantôt. Je ne sais pas si Joanie était là, mais deux étudiantes du risque, Ariane Hamel et Joanie Turmel, préparent un balado. Je vous en dis pas beaucoup parce que c'est pas annoncé, mais qui va, ça fait partie de nos projets à moyen terme, disons, pour parler aux citoyens et aux experts, donc avoir vraiment cet accès-là. Et donc, et finalement, peut-être l'appel à projet 7 qu'on vient de lancer, qui est en cours, sur la culture du risque au Québec. Donc,
de manière claire, avoir de la recherche là-dessus, ça va aussi permettre de réfléchir sur la responsabilité à long terme des citoyens, sur comment elle fonctionne la culture du risque au Québec. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Alice pour qu'elle vous parle donc de ce premier outil qui est la veille bibliographique. Je vais arrêter mon partage. Voilà. Bonjour, merci. Je vais vous partager du coup mon écran. Vous allez voir la même chose. Donc oui, voilà. Donc je suis au risque, comme l'a dit Catherine, depuis mars 2023 et j'ai travaillé sur plusieurs sujets. Au début, c'était plus la demande de renouvellement et ensuite, ça a été la synthèse des connaissances et la veille bibliographique. Il y aura une petite période de questions après, donc gardez vos questions, je vais pouvoir y répondre après. Donc, je vais vous présenter déjà les débuts de la veille, comment ça s'est fait, etc. Déjà, pour la retrouver, c'est très facile. Vous avez la vitrine, par exemple, des bibliographies. Et quand vous allez tout en bas, vous avez le risque. Donc là, le lien va vous diriger vers le site web du risque. Et ici, en fait, quand vous allez dans ressources et dans publications, vous avez le lien de la veille qui est ici, bibliographie des inondations, consultez la bibliographie et elle se trouve juste là. Donc, je vais y revenir après pour vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. Donc, déjà, un petit historique de cela. Donc, si vous avez l'URL tout simplement. À l'origine, en fait, c'est une veille qui a à l'heure actuelle à peu près 2000 références. Elle est alimentée en continu. Toutes les semaines, je vais vous montrer après, je reçois des alertes Scopus parce que maintenant, on a un petit peu automatisé la chose, mais ça fait depuis, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, ouais, que je travaille dessus. Donc voilà, à l'origine, c'était vraiment juste pour faire des statistiques. Je vais vous montrer après. Et on s'est dit que ça pouvait vraiment être utile à un plus large public. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire une veille avec, avec la bibliothèque de l'UQAM. On a eu le support de la bibliothèque de l'UQAM, donc Edith Robert et Jean-Jacques Rondeau, qui nous ont aidés dans comment chercher des articles, comment automatiser certaines parties. Et vous avez la possibilité d'exporter en format RIS ou BibTeX. Je vais vous montrer après comment faire de manière très facile pour pouvoir l'intégrer à votre gestionnaire de référence. Ça peut être Mendeley, ça peut être Zotero. Nous, on utilise Zotero. Donc ça, je vais vous le montrer après. Donc voilà, l'historique du sujet, c'était au départ, Philippe Gachon, qui est le directeur du risque, m'a dit, OK Alice, fais-moi des statistiques sur qui publie quoi et où dans le domaine des inondations. Au Canada au début, au Québec, depuis particulièrement 2017-18, date à laquelle le risque a été fondé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai fait une sorte de sommaire de quels étaient les meilleurs moteurs de recherche. Donc, j'ai essayé Google Scholar, Semantic Scholar, PubMed, pour voir un petit peu, quand on faisait les mêmes recherches, lequel me donnait le plus d'articles et ce qu'ils étaient intéressants. Et ensuite, j'ai exporté sur Zotero plein d'articles de manière un peu non spécifique sur les inondations, en me concentrant au départ sur le Québec depuis 2017-2018 et en avant-première d'abord les membres du risque. Et ensuite, j'ai élargi la recherche pour pouvoir en mettre plein. Et c'est comme ça qu'à l'heure actuelle, on en a 2000. Donc, ça a été au début un peu tout, Semantic Scholar, Google Scholar, etc. Et ensuite, avec les conseils de la bibliothèque de l'UQAM, je me suis plus focalisée sur Scopus, qui me permettait d'avoir des PDF ou choses comme ça. Ensuite, je les importais sur mon Zotero, que je vais pouvoir vous montrer. Et là, par contre, pour faire les statistiques que Philippe m'a demandé, j'ai tout fait à la main, où en fait, je prenais à peu près 500 articles et je faisais un copier-coller du nom des auteurs dans Google pour pouvoir avoir leur affiliation. Donc, je peux vous dire que ça a été long, mais du coup, j'y suis arrivée pour faire des petits diagrammes que vous allez voir après, comme cela, où en fait, j'ai utilisé RStudio pour pouvoir faire les diagrammes à partir de mes sources dans Excel. Donc, ça a donné des choses comme ça, où par exemple, sur la base de 733 articles, et on avait beaucoup de premiers auteurs qui étaient pareils. Donc, du coup, ça a été 399 premiers auteurs. Et là, on pouvait vraiment montrer que les universités étaient les premières à faire de la recherche dans les inondations. Ensuite, les centres, les instituts et les gouvernements. Dans université, j'ai vraiment fait un gros package. Par exemple, l'INRS était aussi considéré comme une université, etc.
Ensuite, j'ai aussi regardé les pays. Donc là, bah, j'avais un peu un biais parce que je m'étais d'abord concentrée sur les inondations au Québec. Donc évidemment, le Canada ressortait comme étant largement le premier. Aussi, comme on est financé par les FRQ, je me suis intéressée un peu au secteur des FRQ, dont je reviendrai après, mais ça a été particulièrement dans nature et technologie. Mais comme vous le savez, le risque est un réseau intersectoriel et je vais y revenir aussi après, mais c'était tout l'enjeu de faire que cette veille le soit aussi. Et ensuite, l'année des publications, je me suis vraiment axée sur les choses récentes euh, qui ont été publiés. Donc là, un peu pour les coulisses, bah, j'ai fait des recherches d'articles. J'ai regardé la provenance des auteurs, donc sur les articles eux-mêmes quand ils étaient récents ou parfois dans Google quand c'était des anciens articles et que je voulais vraiment l'affiliation de la personne de manière récente. Et ensuite, bah, j'en ai fait un énorme Excel comme ça et j'ai fait des petits graphiques. Ça, je l'ai fait deux fois à deux reprises et la dernière version était vraiment cette année. Donc, c'est des données qui sont récentes. Et bah, grâce à la bibliothèque de l'UQAM, on a appris que Scopus, qui est gratuit pour les personnes qui sont dans les universités, si vous êtes intéressés, nous permettait d'avoir des alertes chaque semaine. Donc, ça ressemble. Par exemple, là, vous voyez, en direct live, j'ai reçu ça ce matin. Et en fait, c'est chaque axe du risque. Je reçois une liste de publications qui va me permettre d'alimenter la veille. Donc là, c'est un peu ce que je vous ai écrit ici. Cette partie-là, on l'a automatisée de réception des alertes, mais par contre, la partie d'intégrer sur Zotero, on ne veut pas l'automatiser. Et en plus de ça, c'est impossible de le faire pour le moment parce que ça prend quand même une personne pour vérifier que ce soit bien intégré, par exemple que le nom de l'auteur ne soit pas mélangé avec le prénom, que ce soit, par exemple, aussi, si jamais vous êtes un peu, euh, vous connaissez un peu Zotero, parfois, bah, il va y avoir des majuscules dans tout le titre. Tout ça, on veut pas, donc du coup, ça prend quand même une personne qui insère ça dans Zotero chaque semaine. Donc voilà. Et alors, pour la démonstration, je vais vous montrer un peu comment faire une recherche dans la bibliographie, avec un scénario possible facile, comment exporter les données. Et après, dans le contexte dans lequel les utiliser, bah, on a un peu fait ça pour tout le monde. Autant des étudiants qui sont à l'heure actuelle à la maîtrise, au doctorat, qui aimeraient un peu faciliter leur review, bah, vous pouvez l'utiliser. Ça permet aussi de faire des synthèses de connaissances pour les décideurs, etc. Donc là, quand vous arrivez sur la veille, vous avez déjà des sortes de petits sujets un peu mis en avant que moi-même, quand vous regardez sur mon Zotero, c'est moi qui vais dropper, donc prendre un article et ensuite le ranger dans ces sections. Donc là, on a les axes du risque, on a des enjeux majeurs dans les inondations, on a les lieux. Donc là, on a fait un peu simple, Québec, province, Canada, États-Unis, Europe pour le moment. Publication des membres du risque, vous avez les secteurs et disciplines des FRQ, le type d'événements extrêmes, donc tout ce qui est lié au froid, les feux de forêt, inondations, sécheresse et les types d'inondations. Donc tout est retrouvé ici où vous pouvez tout simplement cliquer dessus. Ou par exemple, si jamais par exemple vous voulez un petit peu en connaître plus sur inondation en même temps que la neige, vous avez juste à taper les mots-clés. Et là, vous faites rechercher. Et là, vous voyez que dans la veille, vous avez 30 sources. Donc là, Hélène m'a demandé de vous dire de faire attention parce que c'est un tri par pertinence. Donc c'est un peu le dernier que j'ai dû mettre. Ça a dû être celui-là. Là, vous pouvez trier par date décroissante, par auteur, par titre, etc. Et là, en fait, quand vous descendez tout en bas, vous voyez que vous pouvez télécharger les 30 notices. Vous avez juste à cliquer dessus. Ensuite, vous pouvez télécharger soit au format RIS, soit au format BibTeX. Et pour ceux qui sont à l'aise avec Zotero, dans votre Zotero, vous avez juste à importer les données ici, ajouter une pièce jointe et vous pouvez ajouter un fichier en format BIP texte normalement. Et là, ça va vous rentrer automatiquement, normalement, les publications, version toute propre, comme vous pouvez le voir ici en version APA UCAM. Et je pense que même dans votre Zotero, vous pouvez l'exporter d'une autre manière si vous n'êtes pas APA UCAM, mais si vous êtes juste APA tout court. Donc voilà, ça c'était pour la petite démonstration. Je pense que c'est assez simple. On l'a voulu faire ça simple.
Euh, donc voilà, donc ce sera à vous de jouer par la suite si vous voulez l'utiliser. Après, l'avantage de cet outil, ça c'est très important d'en parler, c'est à l'origine c'était un outil où j'ai vraiment regardé de manière intersectorielle et j'ai rangé en fonction des axes du RIX. Bon, pour vous faire une analogie un peu, c'est un peu comme sur Instagram par exemple, si jamais vous tapez vidéos de chats et de chiens, vous allez tout le temps avoir dans votre feed des vidéos de chiens et de chats. Et en fait, le problème un peu avec Google Scholar et tous ces autres moteurs de recherche, c'est que si vous tapez inondation, ils vont vous donner quelque chose de très 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 sectorisé, inondation. Mais après, quand vous êtes un étudiant au doctorat ou même un décideur, on sait l'importance de l'intersectorialité pour pouvoir prendre des décisions éclairées et qui sont justes. C'est vraiment important d'avoir une sorte d'intersectorialité dans pas mal de trucs, nature et technologie, culture et société et santé, impact sur les populations, les autochtones, etc. Et là, en fait, avec cette veille, ça vous permet vraiment d'avoir des publications qui viennent un peu de tous les secteurs et de voir un peu plus large que les frontières que les moteurs de recherche peuvent vous offrir. Donc c'est vraiment l'avantage premier de notre outil qui est aussi d'exporter facilement plein de publications de manière très rapide. Donc voilà. Et par contre, je vous le dis tout de suite, c'est pas parfait, hein. Par exemple, tout n'est pas automatisable et aussi tout ce qui est publication en français, c'est très compliqué d'aller chercher des publications en français. Et à l'heure actuelle, il n'y a que Érudit qui nous permet d'avoir les thèses qui ont été faites en français. Mais par exemple, j'ai essayé de faire des alertes Scopus avec des mots anglais, des mots français, ça ne fonctionnait pas. Donc là, on est encore un petit peu à la recherche de comment faire pour avoir des publications en français. Et c'est clair qu'en 15-20 minutes, je ne vais pas pouvoir vous apprendre à faire une veille bibliographique. Mais par contre, si jamais vous voulez en apprendre davantage, il y a beaucoup, beaucoup de formations, par exemple sur Zotero. Donc là, vous en avez une de la bibliothèque de l'UQAM qui est disponible sur YouTube, qui est quand même de 1 heure et demie, 2 heures. Donc vous pouvez quand même en apprendre beaucoup sur Zotero si vous voulez savoir comment le manipuler. Et si jamais vous voulez en apprendre un peu plus sur Scopus, vous pouvez aussi aller voir, juste taper Scopus et normalement, si vous êtes des universitaires, vous avez l'accès gratuit, qui est vraiment un bon outil qui nous aide énormément dans cette veille. Et puis, voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la veille scientifique. Merci beaucoup, Alice. Je pense qu'on peut peut-être passer à quelques questions si vous en avez sur ce sujet-là. Il y Ben, en a une déjà dans le chat. Euh, exactement. Est-ce que tu veux que je la lise? Ah, Euh, vas-y, tiens. Dans le fond, on demande est-ce que votre liste de critères de sélection des articles scientifiques est documentée et peut-on la consulter? Alors, alors j'ai une liste de critères sur comment dropper chacun de mes articles dans les bons dossiers. J'ai des mots-clés, mais par contre, effectivement, je m'intéresse surtout à tout ce qui est inondation, flood, précipitation, santé. J'essaye voilà, d'intégrer des mots un peu clés comme ça, mais Mais, documentés peut-être à Alice, je d'autres. pense qu'il veut plus. Peut-être que la personne, a priori, veut plus dire c'est quoi la liste de mots-clés qu'il cherchait dans Scopus, tu sais, pour qui menait à ce résultat-là. Puis effectivement, on pourrait le publier Ah, ok, oui. parce que dans le fond, c'est quoi le critère qui fait que les articles sont sélectionnés dans Scopus puis te sont envoyés? Mais ça, on a ça effectivement. On pourrait effectivement le rendre disponible. C'est pas le cas pour l'instant, mais c'est une bonne idée. Ouais, c'est grâce à la bibliothèque de l'UQAM qu'on a fait ça. C'est Jean-Jacques Rondeau on lui a donné des mots-clés pour chacun de nos axes et il nous a sorti une énorme recherche Scopus avec les mots et ou de manière à vraiment toucher les articles qui nous intéressent chaque semaine. Donc oui, ça c'est possible de le partager si jamais ça vous intéresse. Oui, on pourra le faire sans problème. On vous met tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si oui, vous pouvez prendre la parole. Ah, donc Ariane, vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Ah, ton micro est fermé, on t'entend pas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Désolée, j'ai comme cliqué un petit peu trop vite sur le bouton de audio. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis vraiment contente qu'on ait cet outil-là pour nous aider à circonscrire un peu qu'est-ce qui existe en matière de recherche sur les inondations.
Ma question, c'était si on veut, dans l'actualisation, en fait, de l'outil, tu sais, si on a des références qu'on trouve qui sont pertinentes ou qu'on souhaite en ajouter, est-ce qu'il y a une adresse courriel en particulier qu'on peut l'envoyer? Est-ce que c'est indiqué sur l'outil, sur le site web, tu sais, où est-ce qu'on peut envoyer nos suggestions de mise à jour et tout ça? Oui, alors ça, je peux même tout de suite vous le montrer. Partager l'écran. Mais c'est vrai qu'on pourrait l'ajouter dans la Euh, description sur le site de veille ouais. bibliographique. Alors là, en fait, quand vous allez tout en bas, par exemple, là, vous pouvez télécharger les notices et hop, juste ici, vous avez C'est le site des bibliothèques, Alice. arobase UQAM, bibliothèque. Ah oui, mince, zut. Non, on pourra le mettre dans la description. Oui. C'est une bonne idée, mais sinon, vous Ouais. pouvez toujours nous envoyer. Il y avait justement la même question dans le chat. Et il y a aussi deux bravos pour le travail accompli. Je crois que Parfait. quelqu'un avait commencé une question dans le chat. Je ne sais pas s'il manque un petit bout. Est-ce qu'il y a des références pour le Québec au niveau du milieu municipal? Je crois que c'est ça la question. En fait, il s'agit tous de références scientifiques, donc ça dépend du sujet forcément, puis de votre niveau aussi de littératie scientifique. C'est sûr que la veille bibliographique, elle est surtout destinée à un milieu plus scientifique, mais ça dépend aussi à qui, puis si vous cherchez des mots-clés qui vous concernent, vous pouvez absolument les trouver, mais notre autre site va être peut-être plus une meilleure ressource pour ça. Bon, est-ce que tu as autre chose à ajouter, Alice? Non, là, j'avoue que il y a sûrement des articles qui sont quand même intéressants, dans le sens où j'ai vraiment, par exemple, il y a des lieux au Québec qui sont vraiment sectorisés. Donc, je pense que si jamais vous tapez, par exemple, une ville en particulier, il y aura sûrement du contenu. Ou une rivière au Québec, il y aura sûrement du contenu. Euh, mais effectivement, c'est pas. Oui. Parfait. Ben, on va ajouter l'information pour prendre des suggestions parce que de toute façon, je l'ai fait hier pour l'autre site. Donc, effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Donc, je vais continuer avec ma présentation. Voilà. Donc, troisième partie, le site web des inondations au Québec, donc, qui est déjà en ligne, inondation au pluriel.ucam.ca. Donc, ce que vous voyez là, c'est la page d'accueil. C'est assez long. Donc, je vais revenir sur les différentes parties de cette page-là. Simon Bélanger, vous aviez une question. Est-ce que vous voulez la poser sur les bibliographies, peut-être, avant que je commence vraiment? Oui, tout à fait. Écoutez, nous, on a travaillé activement sur un projet qui est une suite de projets scientifiques faits par Brian Morse de l'Université Laval, donc à Saint-Raymond. Puis on a produit un document synthèse, un bilan de 12 interventions régulières. Selon les chercheurs, c'est quelque chose qui est unique au monde. Ce n'est pas une publication scientifique. Maintenant, je pense il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'innovations dans ce document-là, abondamment illustré. Je pense que ce serait intéressant pour la bibliographie. Est-ce qu'on peut le soumettre? C'est un PDF quand même assez volumineux. Pour la bibliographie, il faut vraiment que ça soit des références comme dans des revues ou dans qui ont été OK. publiées. Donc, par contre, Oh, c'est exactement ce qu'on veut mettre dans notre nouveau site web. Donc, je vous dis, je vais vous montrer comment le suggérer, mais c'est exactement le genre de ressources qu'on veut justement mettre pour nous aider à ce qu'on appelle la littérature grise, donc la littérature qui est ouais, difficile à trouver dans les bases de données. C'est vraiment un des objectifs de ce nouveau site web que je vais vous présenter. Donc, là, je vous encouragerais fortement à nous le soumettre. Puis là, on a une- un outil. merci. J'ai fait un formulaire spécifiquement pour soumettre. Vous voyez, c'est à la page d'accueil. Je vais y revenir, mais vous avez un hyperlien ici, suggérer une ressource et une modification. Puis ça vous amène à un formulaire, puis vous allez pouvoir le soumettre sans problème. Donc, voici ce nouveau site web. Je commence par vous expliquer un peu le concept et le développement du projet.
Donc, l'idée, c'était de développer un répertoire qui réunit et cartographie toutes les ressources, les outils, les initiatives, les projets de recherche qui concernent les inondations au Québec ou qui peuvent être utilisés au Québec, donc utiles. C'est-à-dire qu'on va avoir certaines ressources qui vont être faites à l'étranger. Par exemple, on a déjà mis des outils pédagogiques faits en France, ce genre de choses-là, donc qui peuvent être utiles pour des gens au Québec aussi. Donc, ça peut être des documents de vulgarisation. Là, j'ai ajouté un balado hier, une infolettre. Donc, des outils, des ressources qui peuvent être utiles à toutes sortes de personnes qui s'intéressent aux inondations. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un répertoire, mais aussi un répertoire qui permet de les cartographier, donc par région. Vraiment pouvoir trouver sur une carte qu'est-ce qui existe par région, qu'est-ce qui a été produit, qu'est-ce qui est pertinent, quelle recherche a été faite. Ça combine aussi deux projets qui étaient, quand je suis arrivée au risque, un projet de cartographie des expertises qui était technologiquement un peu difficile à développer rapidement. C'est encore dans les projets peut-être à long terme, mais les supports, les supports informatiques ne suivaient pas. Donc, j'ai décidé d'essayer de monter un site web qui nous permettrait de le faire plus rapidement. Euh, Peut-être de manière un peu imparfaite, mais au moins qui serait efficace, qui pourrait être consultable rapidement, qui ne serait pas dans plusieurs années. Donc, l'idée, c'est quand on est dans une région, de savoir ce qui existe, ce qui a été fait sur notre région, c'est quoi les ressources qui existent localement, mais aussi celles qui concernent tout le Québec, celles qui concernent des sujets particuliers, des organismes en particulier. Donc, le public cible, c'est surtout les citoyens, les professionnels, les décideurs, mais aussi les scientifiques de manière secondaire. Donc, l'idée, c'est pas de publier sur ce site-là des données, mais ça peut être utile aux scientifiques pour voir quelles recherches ont été faites, quelles recherches sont en cours. Euh, donc, ce genre de choses-là peut quand même leur être très utile. Euh, Ensuite, donc, ce qui veut dire que contrairement à la bibliographie, notre idée, c'est d'un niveau de vulgarisation moyen ou élevé, une importance de la facilité d'usage et de la convivialité de l'outil. Et donc, c'est pas l'espace pour publier des données en tant que tel. Donc, l'objectif, c'est d'avoir quelques centaines de ressources pour vous donner une idée. À l'heure actuelle, il y en a 187, mais on en a encore une liste à intégrer dans les prochaines semaines. Donc, je pense qu'on va sans doute atteindre les 250 assez rapidement. Mais l'idée, c'est pas qu'il y ait des milliers de choses. L'idée, c'est que à mesure qu'on les intègre, les nouvelles ressources, ben, on puisse les combiner, on puisse donc je vous expliquerai un peu le fonctionnement, mais globalement, le but, c'est pas que ça devienne, c'est pas comme la veille bibliographique, ça va pas s'ajouter sans fin. L'objectif, c'est vraiment d'avoir les ressources les plus importantes, puis de pas trop se répandre non plus. Si un organisme fait plusieurs projets sur le même sujet, on peut les mettre ensemble, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment de penser au public d'abord et avant tout, à l'utilisateur, qu'est-ce qui va lui être utile sur ce sujet-là dans la situation où il est. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, le but aussi, c'est d'avoir une pérennité, une rapidité de la mise en ligne, puis un coût et ressources humaines limité. Donc, c'est un projet donc une certaine envergure, mais vous devez comprendre les limites aussi de ce projet-là. Donc, c'est la phase 1. Peut-être qu'une phase 2 pourra l'élargir, le rendre plus, euh, répondre à certains obstacles qu'on aura rencontrés. Donc, ce que j'ai décidé de faire quand j'ai monté le site web, c'est de créer 3 portes d'entrée différentes dans les données selon qui on est, selon ce qu'on cherche ou selon où on est. Donc, selon le public cible, selon des thèmes, des formats de sujets ou selon la localisation des ressources. Donc, euh, du côté technologique, je vais assez rapidement, mais c'est en a que ça peut peut-être intéresser. On avait besoin d'une technologie qui était légère, qui ne nécessitait pas de la programmation, parce que je ne suis pas programmeuse. Et puis, on avait besoin de données qui seraient bien structurées et donc qui pourraient être réutilisées dans une phase 2. Donc, autant on veut une structure simple maintenant, mais on veut quand même que ces données-là puissent être mises dans une structure plus complexe au besoin. Et aussi une possibilité d'utiliser des taxonomies, des catégories complexes et hiérarchisées. Vous allez voir que pour nous, c'est important. Ensuite, donc, on a choisi la plateforme WordPress avec un thème conçu pour la représentation cartographique des ressources, qui est Citadella WP, qui est conçu. Donc, vous voyez à droite le modèle du WordPress, qui est un thème qui est conçu justement pour montrer montrer des organismes
spécialisé en changement climatique, en énergie verte. Donc, c'est un peu un hasard que ce soit ça leur thème, mais la structure du thème était particulièrement utile et qui utilise aussi le leaflet d'OpenStreetMap, qui est un outil qui permet justement de cartographier avec des cartes ouvertes, euh, donc en JavaScript. Donc, le WordPress est hébergé par l'UQAM et donc il y a une pérennité. Si, autrement dit, on ne dépend pas du fait qu'on paye ou pas un, un domaine. Donc, l'UQAM va continuer à le garder en ligne pour longtemps. Donc, le défaut de cette solution-là, WordPress avec un thème sans programmation, c'est donc évidemment certains compromis nécessaires sur l'esthétique et sur les fonctionnalités, du moins dans une phase 1. L'esthétique, je trouve que finalement, il y a je trouve ça très beau ce que ça a pu donner. J'espère que ça va vous plaire aussi, mais donc, c'est pas trop un problème. Mais pour les fonctionnalités, ça a certaines limites qu'il faut accepter. Donc, pour l'instant, c'est moi qui l'ai monté et alimenté avec l'aide de Safia Djelljeli, qui était stagiaire l'été passé avec nous, qui est à la maîtrise professionnelle en sciences de l'environnement à l'UQAM et à l'ESCAL, donc qui vous a déjà été présenté. Donc, il y a 3 portes d'entrée, comme je vous disais. Je vais passer rapidement parce qu'après ça, je vais revenir dans le détail sur comment ça fonctionne. Donc, qui êtes-vous? Donc, pour l'instant, il y a 3 grandes catégories. Si vous avez des suggestions, si vous pensez que c'est pas les bonnes, je suis tout à fait ouverte aux propositions, aux commentaires. Donc, pour l'instant, il y a décideurs, gestionnaires et professionnels, chercheurs et chercheuses scientifiques, puis citoyens et citoyennes. Et puis, à l'intérieur de ces catégories-là, il y a des sous-catégories qui apparaissent. Donc, dans décideurs, gestionnaires et professionnels, il y a financier, municipal, personnel. Donc, j'y reviens de toute façon. Donc, il y a des sous-catégories qui peuvent s'ouvrir comme ça, puis qui donnent accès au contenu qu'on va avoir catégorisé dans ces publics cibles. Ensuite, l'autre porte d'entrée, c'est que cherchez-vous? Donc, vous avez 5 grands enjeux, grands domaines qui correspondent aux axes du risque, en fait, mais on a décidé de les mettre comme ça sans nécessairement mettre de l'avant que ce sont ces axes-là, parce que c'est des axes qui ont été pensés pour être très utilisables de manière très générale sur les inondations. C'est les cinq grands axes qui permettent d'y accéder. On n'est pas obligé de les utiliser. Il y a aussi les organismes responsables, la période historique, thème et discipline et type de ressources. Quand vous voyez un champ de recherche comme ça, vous pouvez toujours chercher de manière libre n'importe quel mot-clé, n'importe quel nom. Ça va chercher en plein texte dans toutes les ressources, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Dès qu'il apparaît n'importe où dans le site, ça utilise toujours la base de données au complet. Donc, il n'y a pas de problème. Finalement, où êtes-vous? C'est fait d'une carte où on peut localiser la ressource et en dessous avec par région. Donc, j'y reviens aussi, vous expliquer comment. Donc, la liste des contenus considérés et priorisés, qu'est-ce qu'on a mis là-dessus, autrement dit? On a fonctionné par une logique de rayonnement et de réseau. C'est-à-dire que d'abord, l'idée, c'était de partir des contenus du risque, puisque c'était les contenus qu'on avait accessibles, puis qu'il y avait justement, qu'on constatait nous-mêmes un certain éparpillement et qu'on avait de la difficulté à trouver l'information parmi tout ce qui a été fait depuis le début. Et après ça, de ses partenaires. Donc, on a mis les projets de recherche financés par ses partenaires, les webinaires, les conférences, l'ouvrage collectif. Et puis, en passant à travers tout ça, ben, souvent, ces webinaires-là, ces conférences-là, ben, c'est des conférences ou des webinaires d'autres partenaires qui étaient venus présenter leur propre projet de recherche, qui étaient venus présenter leurs propres outils, leurs propres organismes. Et donc là, j'ai ajouté ces autres organismes, ces autres partenaires, donc vraiment en logique de réseau grandissant, en ajoutant toujours plus de ressources en fonction des références qui étaient citées par les conférenciers, par exemple, des projets qu'ils présentaient, etc., etc. Donc, ensuite, ajouter des outils et programmes gouvernementaux, municipaux, d'OBV qui étaient particulièrement importants. Ils ne sont pas tous là encore, mais il y en a quand même plusieurs. Et puis par recherche hypertextuelle, c'est-à-dire chaque source mène à une autre, justement de cette façon-là. Donc, il en manque encore beaucoup, évidemment, d'où l'importance que vous nous en soumettiez si vous en avez. Donc, si je l'ai mis justement à la fin, tiens, je peux en parler. Donc, sur la page d'accueil, vous voyez un lien
soumettre des ajouts, des corrections ou des commentaires généraux. Donc, il suffit de nous le dire s'il y a des erreurs, s'il il manque quelque chose. Donc, comme vous pouvez voir, on n'a pas une grosse équipe qui a pu aller chercher à fond tout ce qui existe. Et de toute façon, il existe énormément de choses. C'est justement l'enjeu qu'on essaie de contrer. Et donc, c'est logique qu'il manque des choses. Si vous nous les soumettez, on va les évaluer. C'est possible qu'on l'ajoute tout simplement à un contenu qui existe déjà. Par exemple, si on a déjà une conférence qui parlait de ce sujet-là, ben, on va ajouter à la fiche euh, que vous allez nous suggérer. Ou si ça concerne un autre sujet, on va peut-être les lier. Mais il n'y a pas de problème. On peut créer quand même un certain nombre de fiches supplémentaires, puis éventuellement les fusionner possiblement. Donc, ensuite, donc pour l'instant, il y a 187 fiches. On en a une 80 à peu près à créer encore dans notre liste, sans compter les organismes et les publications. Ça, j'y reviendrai. Euh, ensuite, parfois, donc pas souvent, on va combiner des fiches. S'il y a un projet de recherche qui a eu un, deux, trois webinaires sur ce projet-là, plus une publication, plus une fiche synthèse de ce projet-là, bon, on va en faire une seule page. On va réunir l'information. C'était une des choses qui manquait le plus sur les projets de recherche, c'est de mettre les contenus de vulgarisation avec le projet lui-même, euh, avec les ressources, avec tout ce qui concerne, tout ce qu'on peut trouver sur le projet. On le met au même endroit et comme ça, on a déjà une meilleure idée du projet, que ce n'est pas juste un résumé avec une liste de noms de personnes puis une liste de publications, par exemple. Euh, Par contre, donc, on peut combiner plusieurs fiches comme ça, mais on peut, dans certains cas, en dédoubler aussi si les publics sont clairement distincts. Par exemple, si un projet de recherche a mené à la création d'un outil pratique pour les citoyens, mais on va créer une page distincte pour les citoyens sur cette fiche-là. Un bon exemple, c'est le projet de Chantal Derry sur l'enseignement au secondaire. Ben, on a créé une fiche pour son projet et une fiche pour la séquence destinée aux professeurs d'école secondaire, parce que les professeurs d'école secondaire n'ont pas envie de passer à travers le projet de recherche, les résultats du projet de recherche. C'est pas ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est l'outil qui a été développé. Donc, il va quand même avoir une référence vers le projet de recherche. Donc, les deux fiches vont être reliées, mais l'idée, c'est quand même de toujours penser à l'utilisateur, à la personne qui cherche l'information. Ensuite, les titres sont simplifiés. Donc, si vous cherchez votre projet de recherche ou votre publication, par exemple, ou un titre de webinaire, ben, le titre complet va être dans le texte de description, mais ça arrive qu'on va simplifier les titres pour que ça soit plus utilisable justement par le grand public. Parce que des fois, les titres sont très, très longs et très redondants aussi, puisque tout le monde parle d'inondation au Québec, ben, ça finit par être très redondant. On a de la difficulté à séparer les ressources les unes des autres. Donc, si on fait une recherche dans l'outil de recherche, ben, on va le trouver, même si on met le titre complet, puisqu'il est dans le plein texte. Donc, l'information n'est pas perdue, on n'a pas changé le titre du sujet, c'est vraiment le titre de la fiche qui est différent, mais pas très différent en général, juste simplifié de manière générale pour que ce soit moins long et plus clair pour le public. Donc là, vous voyez un exemple de fiche, c'est justement celui dont je vous parlais, de Chantal Derry. Donc, ce que ça donne pour une fiche de projet de recherche, bien, on va avoir le résumé du projet, les recommandations qui ont été faites, les publications scientifiques. Après ça, la fiche de synthèse qui a été faite, les conférences qui ont été données sur le projet. Puis, vous avez des boutons qui permettent d'accéder à l'outil de séquence didactique qui a été développé dans le cadre du projet. Donc, on peut toujours ajouter plus d'informations. Si un mémoire de maîtrise a été écrit ou une thèse de doctorat a été écrit dans le contexte, on peut le mettre aussi. Donc, il n'y a pas de limite vraiment à ce qu'on peut mettre dans cette page-là. Il faut que les documents soient quand même assez petits, sinon on peut mettre des liens vers des sites ailleurs. Donc, l'identification des publics cibles. Donc, les trois grands types de publics cibles, décideurs, gestionnaires professionnels, donc niveau de vulgarisation moyen, surtout des outils ou des ressources pratiques, conférences sur des sujets qui les concernent, recherches scientifiques ciblées sur leurs enjeux. Donc, pour l'instant, j'ai mis financier. Donc, ça, c'est les sous-catégories. Financier municipal, personnel enseignant, donc plutôt scolaire. Professionnel et spécialiste, c'est une catégorie qui mériterait peut-être d'être plus précise, d'être améliorée. Provincial, pour l'instant, je n'ai pas mis fédéral, mais ça pourrait sans doute être les deux. Réfléchir s'il y a d'autres sous-catégories très pertinentes.
Et donc, en gros, à chaque ressource, on ajoute les mots-clés des publics cibles qu'on juge, et donc c'est facile de les ajouter par après, c'est pas un problème. Ensuite, pour les citoyens, un niveau élevé de vulgarisation, donc les propriétaires en zone inondable ou sinistrée, donc vraiment des outils aux gens, aux propriétaires, public jeunesse, donc vraiment des outils qui sont faits pour les jeunes et non pas sur les jeunes, hein. Là, on est vraiment dans les publics cibles. Donc, c'est pas le thématique, c'est pas la jeunesse, c'est vraiment les outils qui sont faits pour, si on veut enseigner aux jeunes, si on a des jeunes avec nous qu'on veut les sensibiliser aux inondations. Euh, Il y a à considérer d'autres sous-catégories, sans doute, pour les citoyens. On a des contenus sur, par exemple, les personnes âgées en particulier, les personnes ou les communautés autochtones, les femmes. Donc, c'est les sous-catégories qu'on a certains contenus qui sont vraiment spécifiquement plus axés sur eux ou elles. Par contre, souvent, ça va être plutôt des travaux scientifiques qui les étudient, souvent avec eux, en collaboration, en co-création, mais reste que c'est pas nécessairement des ressources qui sont destinées à ces personnes-là. Donc, c'est à réfléchir à quel point ça serait pertinent. Finalement, scientifique, ben, c'est soit par secteur, soit donc nature, technologie, santé, société, culture. On peut ne choisir aucune de ces sous-catégories-là, puis on a toutes les ressources qui sortent. Puis sinon, j'ai fait une autre catégorie pour mettre en valeur le travail universitaire étudiant, donc toutes les ressources qui ont été produites par des étudiants universitaires. Donc, globalement, c'est des participations à des conférences ou des webinaires ou des mémoires et thèses ou des bourses. Donc, des projets financés grâce à des bourses. Donc, c'est globalement ça, mais il peut y avoir d'autres exemples aussi, concours de vulgarisation, par exemple. Donc, c'est pour mettre leur travail en valeur. Donc, la taxonomie et catégorisation, donc, comment on a classé toutes ces catégories-là, comment vous s'y retrouvez, pourquoi on a certains mots-clés. Donc, ce que j'ai fait, c'est pris une méthode inductive, donc pris une approche inductive, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de forcer des catégories préétablies sur des contenus. On a réuni des contenus, puis on a essayé de faire émerger des catégories de ça. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, il y en a encore beaucoup. Il y en a eu plus. On les a réduits déjà, mais on va continuer à les réduire, à les réorganiser. Donc, la première étape, c'est de faire émerger des catégories de chaque contenu, donc des mots-clés globalement. On regarde le contenu, c'est quoi l'approche, c'est quoi la discipline qui est utilisée, c'est quoi les thèmes, les grands thèmes qui sont abordés par la ressource. Ensuite, on va structurer et hiérarchiser, simplifier les catégories, ce qui va permettre de voir émerger des thèmes courants ou peu étudiés, couverts par les ressources. Donc, c'est vraiment l'avantage, c'est que là, soudainement, on voit des thèmes qu'on ne savait pas qui étaient étudiés par beaucoup ou qui sont très peu étudiés au contraire. Donc, s'il y a un thème qui nous semble évident, ben, mais qu'il y a une seule ressource, ben, soit on va en chercher d'autres, soit ben, peut-être qu'éventuellement, on pourrait faire des listes de thèmes ou de régions qui sont peu étudiés ou qui sont insuffisamment étudiés ou qui ont peu de ressources. Donc, ça nous permet de voir des trous aussi dans ce qui existe. Donc, c'est ce qui est intéressant. Donc, en gros, on leur met des mots-clés, on essaie de les combiner le plus possible, puis essayer de les mettre dans des sous-catégories. Là, vous avez quelques exemples, mais il y en a 150 à peu près mots-clés pour l'instant. Donc, il y a les thématiques et disciplines que vous voyez ici. C'est probablement la partie qui est le plus en work in progress. Déjà très utile parce que ça permet de structurer les données puis permet d'accéder à ces ressources-là de manière plus intéressante. Donc, il y a beaucoup de catégories, de sous-catégories, et il y en a plusieurs qui ne sont pas triées pour l'instant. C'est clairement la partie la plus exigeante. Ensuite, les types de ressources. Donc, par exemple, là, je vous ai mis deux exemples où il y a plusieurs types de ressources à l'intérieur, mais il y en a qui vont être vraiment très utiles pour vous. Par exemple, cartes, ben, c'est des outils cartographiques il peut y avoir les cartes de zones inondables, il peut y avoir les cartes d'historique des inondations, des milieux humides. Donc, des outils cartographiques produits par les gouvernements, par des centres de recherche qui existent sur le web, qui sont utilisables en ce moment. Donc, vraiment, des cartes souvent qui sont interactives et puis qui donnent des données en temps réel. Les projets de recherche subventionnés, ça permet de rechercher plus rapidement pour ceux que ça intéresse, soit financés par le risque ou non. On va en ajouter d'autres d'ailleurs. Là, pour l'instant, il y a surtout le risque et Uranus un peu. On va en ajouter certainement d'autres. RQM un peu aussi. Et webinaires, conférences et ateliers, c'est de loin ce qu'on a le plus comme contenu. On a une centaine d'entrées qui ont au moins à l'intérieur d'eux
au moins une conférence ou un webinaire. Donc, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de contenu pour entendre des spécialistes vulgariser ces sujets-là. Ensuite, les organismes responsables. Donc, c'est en gros, c'est ceux qui ont financé ou qui ont produit la ressource. Donc, pour l'instant, je les ai classés comme ça, entreprises, associations, maisons d'édition, ministères et organismes gouvernementaux, OBNL, organismes universitaires, organismes de bassin versant. Peut-être qu'à les classer dans OBNL, mais en même temps, il me semble que sur les inondations, c'est peut-être une bonne idée de les sortir pour les mettre plus en valeur. Et conseil tribal pour Wabanaki pour l'instant. Euh, donc, vous avez à droite, c'est donc les exemples de centres universitaires, par exemple. Donc, c'est ceux qui sont couverts pour l'instant. Mais donc, ils apparaissent seulement quand on a une ressource. Donc, tant qu'on n'a pas de ressources, ils n'apparaîtront pas. Finalement, la période historique, qui est peut-être plus utile pour les scientifiques, mais pas que. Mais en gros, ça concerne surtout des études de cas. Donc, si une période d'inondation particulière a été mentionnée dans une ressource, on le met comme ça. Comme ça, vous pouvez savoir tout ce qui a été fait sur les inondations du printemps 2017, par exemple, ou du printemps 2019, ou voilà. Je suis plutôt vers la fin, donc je vais passer quand même assez rapidement, il reste peu de temps. Cartographie des expertises, donc le lieu doit être, donc c'est la dernière partie du site web, hein, la troisième partie en bas. Le lieu doit être explicitement précisé dans la ressource. Donc, il y a deux possibilités pour rechercher, soit sur la carte elle-même, soit selon la liste de lieux qui est en dessous. Donc, les deux ne sont pas forcément liés. Sur la carte, le problème, c'est qu'il y a un seul point qui est possible par ressource. Donc, sachez que si ça concerne deux lieux, il va être pointé à un endroit en particulier. Et que c'est peu utile pour si vous cherchez des choses qui concernent le Québec en général, par exemple, parce qu'il va y avoir, je sais pas, 150 points en même place au milieu du Québec. Donc, ça, c'est pas très utile. Mais c'est très utile pour des lieux très ciblés. Si vous cherchez vraiment des choses qui sont faites dans une ville en particulier, une municipalité, une rivière, ben là, ça peut être utile. La liste des lieux en dessous. Donc, n'affiche que les régions qui ont des ressources. Donc, si votre région n'est pas là, c'est juste parce qu'on n'a pas de ressources. Donc, vous pouvez nous en envoyer. Mais ça ne sert à rien de nous dire ma région n'est pas là. Je ne peux pas l'ajouter tant que je n'ai pas de ressources à y mettre, autrement dit. C'est plus flexible et surtout, donc ça, je voulais le mentionner. Pour l'instant, c'est surtout des régions administratives et des municipalités et des cours d'eau qui se retrouvent dans les sous-catégories de ces régions-là. Mais éventuellement, ça serait vraiment une bonne idée de mettre ça par bassin versant aussi ou à la place, à voir. Mais c'est un grand enjeu parce que, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de ressources qui ne mentionnent pas les bassins versants, qui concernent des municipalités en particulier, qui concernent un cours d'eau en particulier, mais sans mentionner le bassin versant. Donc, il y a un problème que tout le monde ne travaille pas avec les mêmes catégories. Donc, comment mettre tout ça sur une carte ensemble? L'enjeu demeure important, mais c'est toujours possible, nous, de mettre les deux. L'avantage de ce site-là, c'est qu'on peut mettre les deux catégories. On peut garder les régions administratives et les bassins versants, puis juste les ajouter à tous les contenus. Donc, ça serait tout à fait possible de le faire aussi. Et donc, ça permet de voir aussi les lacunes régionales en termes de recherche. Par exemple, j'ai ajouté la Côte-Nord hier pour une ressource. Elle était absente. Il n'y avait aucune recherche qu'on avait trouvée qui concernait spécifiquement la Côte-Nord. Donc, on peut voir que ça fait partie de ces trous dans ce qu'on a recherché pour l'instant. Donc, les limites et les prochaines étapes du projet. Les limites, c'est impossible de télécharger les résultats comme on pouvait le faire dans la bibliographique ou de savoir combien il y en a. Par contre, nous, ça fait partie des limites technologiques de la solution trouvée, malheureusement. Mais nous, on a accès à ces données-là. Donc, si vous en avez besoin, moi, je peux les télécharger puis je peux vous dire combien il y en a. Donc, si jamais, pour une raison ou une autre, vous avez besoin de ça, ben, vous pouvez toujours me contacter. Ensuite, c'est impossible de faire une recherche par plusieurs facettes, donc public cible et une thématique, malheureusement. C'est à l'intérieur d'un type, donc d'une hiérarchie. Donc, ça, c'est une limite aussi. Et puis, c'est impossible de structurer l'affichage des catégories. Donc, c'est des petits problèmes techniques qu'on n'a pas pu régler avec les outils qu'on avait pour l'instant, mais dans une phase 2 pourraient être réglés probablement avec un programmeur. Et donc, les autres enjeux importants, c'est la découvrabilité du site web, évidemment, parce que, comme on l'a dit, il y a énormément d'informations et puis qu'on ne veut pas rajouter non plus à la surinformation, puis d'assurer la mise à jour. Donc, maintenant, on va diffuser et annoncer la mise en ligne. Beaucoup de contenu à ajouter. Donc, ajouter. Ce que oui, on veut aussi peut-être, moi, c'est une de mes buts à court terme, ça serait peut-être d'ajouter les organismes et les chercheurs eux-mêmes, s'ils le souhaitent, comme ressources.
ce qui nous permettrait de les localiser sur la carte aussi. Donc, par exemple, ajouter tous les organismes de bassin versant comme une ressource et non pas juste comme un mot-clé. Donc, ça serait à voir, ça sera peut-être dans des développements à venir. Et donc, aussi, éventuellement, peut-être avoir un URL qui n'est pas spécifiquement lié à l'UQAM, puisque ce n'est pas une ressource destinée aux scientifiques. Donc, quelques autres éléments comme ça. Je peux peut-être prendre les questions plutôt. Est-ce que vous voulez que je prenne les questions, que je vous montre un petit peu le site? Catherine, qu'est-ce que tu en Ouais, c'est ça. penses? On Pour peut le prendre moment, je regarde dans le chat. Il y a plus des commentaires, des félicitations. Tout le monde est super content, mais je crois pas qu'il y a de Ah bon, questions. parfait. Euh, Je vais prendre le début. Préparez vos questions. Je vais vous montrer donc une toute petite démonstration pendant les quelques minutes qui nous restent. OK. Donc, vous voyez le site web? Oui, c'est bon. OK. Donc, si vous voulez faire une recherche, par exemple, on peut faire une recherche libre. Je peux mettre si vous cherchez le nom d'une personne, il faut faire une recherche libre. Ils ne sont pas dans les mots-clés. Donc, par exemple, je peux mettre Daniel Maltais, que j'ai vu tantôt, et puis qui a beaucoup de contenu, évidemment. Si je fais une recherche libre comme ça, ben là, on a tous les contenus qui sont associés où elle est mentionnée. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Donc là, vous voyez tous les mots-clés qui apparaissent pour chaque ressource. Si je reviens derrière. Donc, ici, ici, vous avez pour suggérer une ressource, vous avez le lien. Donc, vous avez des formulaires ici qui s'ouvrent. Ensuite, si vous cherchez, par exemple, comme décideur, si je vais par exemple, si je vais dans personnel enseignant, ben, là, vous avez toutes des ressources spécifiquement destinées aux enseignants. Donc, boîte à outils pour l'éducation, le projet de recherche de Chantal Derry, séquences d'enseignement, les impacts des inondations, préparer les enfants aux inondations, voilà. Ensuite, si je vais je reviens derrière, donc si je vais dans citoyen, par exemple, et que je vais dans propriétaire en zone inondable ou sinistrée, ben là, vous avez comment se préparer, les grandes crues à Montréal, les outils développés par Architecture sans frontières, par exemple, les programmes d'assurance, des trucs de vulgarisation aussi, comment ça fonctionne. Donc voilà, globalement, des ressources toutes vulgarisées. Jeunesse, même chose, ce sont tous des outils vulgarisés. Ensuite, si je vais, mettons, dans Que cherchez-vous, on pourrait aller, par exemple, dans Organismes responsables. Et puis donc là, je pourrais aller, toi, j'ai ajouté justement Wabanaki cette semaine. Donc, on a le programme PAJU qui explique, donc ici, avec tous les sites officiels, la page Facebook, les informations qu'on a trouvées. Ensuite, je pourrais aller, par exemple, dans type de ressources. Si je vais dans les cartes, ben là, on a toutes les cartographies qui concernent les inondations qu'on a trouvées, donc en France et au Québec. Grand Cru Montréal, Vigifrance, donc l'Atlas de l'eau, carte interactive pour les données historiques, les portraits climatiques de Ouranos, etc. Donc, un outil développé aussi pour la rivière Chaudière, donc les milieux humides, voilà. Ensuite, si je vais par exemple dans thème et discipline, je pourrais aller dans santé humaine. Il y en a beaucoup, comme vous voyez, mais vous pouvez toujours faire une recherche. Si je vais dans santé humaine, par exemple, après ça, je peux aller dans santé mentale et puis stress, par exemple. Puis là, on commence à avoir un nombre un peu plus raisonnable de ressources. Ensuite, je peux aller par exemple, sur la carte. Oups, attendez, je peux ressortir encore. Si je vais sur la carte, je peux zoomer comme ça en cliquant. Puis, par exemple, je pourrais aller en Outaouais, voir qu'est-ce qui existe. Donc là, ici, j'ai une ressource qui est à Plaisance, Rivière-Petite-Nation. Sinon, les autres sont tous à Gatineau. Et donc, j'en ai une à Ottawa, j'en ai 4 à Gatineau ici. Donc, je peux chercher. Puis là, cliquer sur Afficher plus, puis avoir accès à la fiche. Et ensuite, parce que sinon, vous avez, comme je vous disais, au Québec, ben, il y en a énormément. Ils sont tous au centre à 94. C'est le Québec, comme vous voyez, c'est pas très utile. Par contre, si je vais dans le Québec ici, ben, là, j'ai les régions administratives. Et donc, je peux aller, par exemple, en Montérégie. Et puis là, je vais avoir tout ce qui concerne la Montérégie, mais je peux aussi décider d'aller plus loin puis choisir juste Rigaud, par exemple.
Puis là, ben, j'ai toutes les ressources qui ont fait de la recherche ou qui concernent Rigaud particulièrement. Donc, dernière chose que je voulais vous montrer, si je suis dans une fiche en particulier, puis si j'ai toutes les catégories ou les lieux, ben, je peux toujours cliquer sur une catégorie puis voir directement qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'il y a sur la vulnérabilité. Voilà, donc je peux cliquer sur les liens, puis ils sont aussi utiles, les impacts sociaux, par exemple. Donc, voilà pour la petite démo. En tout cas, vraiment un super travail. Il y a vraiment plein de commentaires. Tout le monde est vraiment content. Il y a quelqu'un qui demande si on peut partager publiquement le site Internet sur les réseaux sociaux dès maintenant. Ben, nous, on ne l'a pas encore annoncé. Donc, si vous pouvez attendre une semaine, peut-être, on va l'annoncer la semaine prochaine. Donc, c'est sûr que ça aurait peut-être l'air un peu fou que ça soit annoncé par d'autres que par nous. Mais donc, on vous demanderait peut-être d'attendre une semaine, mais après ça, oui, sans problème. Parfait. Il y a une question de Marie-Claudette Lapointe. Ah, bonjour. En Et- fait, c'est Geneviève Ah, Audet, ah, mais je suis avec vous. c'est bon. Donc, j'apprécie vraiment beaucoup ça à notre organisme de bassin versant. Je suis bien d'accord qu'on apparaisse comme ressource, c'est bien vrai, puis on a plein de trucs à partager. Je voulais savoir s'il y avait un intérêt aussi d'aller chercher des données plus historiques, parce que là, je vois que c'est vraiment des données récentes. Puis je sais qu'il y avait eu un très gros travail de Ouranos fait il y a à peu près 10 ans, autour de 2013-14, de faire de rassembler les articles de presse par région, des observations d'inondations, articles de journaux, etc. Je voulais savoir si vous aviez l'intention Euh, de rajouter ça quelque part. Oui, absolument. En fait, le travail sur les médias, on a déjà parlé avec Alice, c'était dans nos travaux à moyen terme peut-être, mais d'essayer de faire par rapport aux médias ce qui a été fait. Par rapport aux histoires, à l'historique, ben, il y a des projets donc il y a des cartes qui concernent l'historique, il y a des projets de recherche qui concernent l'historique des inondations, donc ils ne sont pas tous dans les inondations hyper contemporaines, il y en a. Il y a des catégories, par exemple, dans les disciplines et thèmes qui concernent ça. Donc, vous pouvez en trouver sans problème. Puis la troisième chose que je dirais, c'est qu'il y a des ressources qui n'existent plus. Puis ça, je suis encore en train de me demander un peu ce que j'en fais. Par exemple, j'ai créé une ressource hier qui avait été présentée lors d'un webinaire en 2020. Mais la ressource elle-même n'existe plus, mais on peut encore en voir des traces, par exemple, sur Web Archive, Internet Archive. Et donc, je me dis qu'il y a peut-être un intérêt quand même à montrer ce qui a déjà existé pour des chercheurs notamment ou pour voir qu'est-ce qui devrait être redéveloppé. Mais il va falloir que je trouve un moyen de bien l'annoncer dans la fiche que c'est une ancienne ressource, je pense, là. Parfait. Merci beaucoup. On a une question aussi de Luc Mercier. Bonjour tout le monde. Je me joins à tous les mots, là. C'est vraiment un travail gigantesque qui va être extrêmement utile, je pense, dans tous les intervenants à travers le Québec là-dessus. Parlant d'intervenants, il y a eu une mention tantôt sur les décideurs. La question que j'ai, c'est peut-être un peu bureaucratique comme question, là. Après 35 ans Environnement Canada, à un moment donné, on n'a pas le choix. Euh, les décideurs, évidemment, dans les différents paliers de gouvernement, changent de façon trop régulière, si on peut mettre ça comme ça. Là, je me demande quel pont est bâti entre cet outil et les gens qui le gèrent par rapport à les décideurs qui changent de chaise là, de façon assez régulière, ne serait-ce que par un changement de gouvernement, pour être capable d'entrer en contact avec ces gens-là au besoin. C'est pas une question qu'on s'est posée encore, je dirais. C'est peut-être une bonne question à se poser. Mais c'est vrai que c'est un enjeu qu'on a en ce moment que de réunir les gens puis de s'assurer qu'ils se parlent, là. Je pense que c'est un des enjeux majeurs que on aimerait trouver une façon d'adresser. Est-ce qu'on l'a trouvé? Peut-être on a des pistes de solutions, mais on n'a rien de évidemment concret. Mais c'est sûr que nous, là, on partage de l'information qui transcende les partis, puis tu sais, c'est des outils qui ne sont pas développés nécessairement par des partis ou par des gouvernements particuliers, là, mais c'est sûr que, je sais pas, je suis pas sûre que c'est une question qui peut vraiment se résoudre dans ce site-là, mais c'est certainement une question qu'on mérite de se poser au risque, en tout cas, ça, c'est certain. D'accord, merci. Merci beaucoup. Philippe, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Ben, félicitations pour le travail effectivement colossal qui a été fait par toi, Hélène, Alice. Puis ça fait des années
qu'on voulait faire ça et donc c'est comme un accouchement. Donc c'est le fun quand ça arrive au monde et puis le bébé il va continuer à évoluer. Je vais revenir à la question tout à l'heure de nos collègues bébés, je pense, à propos d'Aquarisc. C'est un projet d'ailleurs qu'on avait fait avec Orana, juste pour mentionner, l'UQAM a la propriété intellectuelle de cette base de données-là. C'est Madame Join-Jean d'ailleurs qui avait fait le travail. Je vais vérifier d'ailleurs qu'on l'ait toujours parce que ce serait effectivement une ressource extrêmement utile. Juste pour mentionner, c'est toutes les inondations historiques à travers les journaux, les publications qui ont été faites dans l'histoire. Puis c'était un travail colossal d'ailleurs, Luc. Encore une fois, je vais revenir à ta question, qu'Environnement Canada avait initié avec l'UQAM et Uranus. Donc, au départ, ça vient d'une idée d'Environnement Canada d'essayer de documenter les inondations historiques. Donc, je vais en reparler. Je sais que Bernard Montouski, mon collègue avait été impliqué aussi avec des collègues d'Environnement Canada et Uranus. Donc, on va essayer de retrouver tout ça parce que c'est une base de données extrêmement intéressante sur vraiment une historique de toutes les inondations à travers le Québec jusqu'à une certaine période. On va vérifier ça, mais encore une fois, la propriété intellectuelle, je sais parce que j'ai co-signé l'entente, donc on devrait pouvoir être capable justement de la mettre en ligne. Autre élément intéressant, ça revient aussi à ta question, Luc, puis ça va. Le, le besoin aussi de documenter puis de s'adresser à des publics cibles, notamment au niveau municipal, peu importe d'ailleurs qui est là et à quel niveau ça se situe, que ce soit les universités ou les organisations, il y a beaucoup de travail qui s'est fait ces dernières années avec le monde municipal. Certains documents, évidemment, ne sont pas publics, mais il y a quand même un certain nombre de documents qui le sont. Je prends un exemple, puis c'est ça qui va être intéressant, comme le commentaire qui était fait tout à l'heure avec le travail que Brian Mars et l'Université Laval a fait. Si vous voyez qu'il y a des documents comme ça qui sont de nature publique, et notamment qui aident ou au moins permettent en fait la mémoire collective aussi de se propager, parce que chaque fois qu'il y a un changement au niveau évidemment, du gouvernement municipal, ben, il y a peut-être des fois aussi des choses qui disparaissent. Mais une façon de garder cette mémoire-là, c'est justement de mettre en ligne des documents qui sont de nature publique. Je donne un exemple, moi j'en ai fait avec la ville de Rigaud. Certains documents, certains de ces rapports-là d'ailleurs sont publics, donc on va les partager. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment un travail, un travail qui commence. Et encore une fois, merci pour ce travail-là parce que ça va permettre de développer cette mémoire aussi, de permettre de partager de l'information qui est de nature extrêmement disparate, et on s'en est aperçu évidemment avec le temps, et de pouvoir en fait mettre à disposition des documents qui bien souvent étaient soit dans des boîtes, soit qui se perdaient pour des raisons X, y compris aussi par les changements au niveau du gouvernement local ou autres, évidemment, dans le temps. Donc voilà, je m'excuse de ce long commentaire, mais c'est très important que ce travail-là, on le perpétue, on le continue et que chacun puisse y contribuer de façon pleine et entière. Voilà, merci. Merci, Philippe. Peut-être juste laisser le dernier mot à Luc avant qu'on termine. Je fais ça très, très rapidement. Euh, je reviens un peu sur ce que Philippe parlait justement, là, l'information, les décideurs et tout. Évidemment, pour ajouter à ce que je disais tantôt, quand le décideur change, malheureusement, et pour l'avoir vécu de nombreuses fois, l'expertise ou le bagage que ces gens-là ont acquis au fil du temps s'en va avec eux autres et il y a rarement une formation croisée qui se fait entre le nouvel arrivant et celui qui quitte. Et ça, évidemment, ce que ça m'amène en tête, c'est qu'à ce moment-là, le nouveau décideur, c'est comme un éternel recommencement pour ces organisations-là. Et ce serait une belle façon, je sais pas trop comment le dire, là, comment on pourrait casser ce trou-là pour que vraiment les gens disent, écoute, probablement les dirigeants en haut de ceux-là disent, voici ce que tu as à faire avant de commencer à aller sur le terrain, là. En tout cas, il y a des choses là-dedans. Puis c'est ça. Je suis passé à travers ça. Hein. J'étais responsable de programme de formation de météorologue, là, puis là, c'était absolument atroce par bout. Là. C'était pas le fun. Fait que, voilà, c'est tout.
Parfait. Ben, merci beaucoup. Félicitations, Hélène et Alice. Et dans le fond, toute l'équipe du risque. Il y en a d'autres qui ont travaillé qui sont là-dessus, qui sont pas là. Je vous remercie. Et on va avoir un webinaire la semaine prochaine, le 6. Vous pouvez aller voir. Ben, Eva vient de le mettre. Eva, tu me l'as envoyé juste à moi. Faut que tu le mettes dans le chat pour tout le monde. Mais il va y avoir le lien pour aller vous inscrire ou regarder les prochaines informations. Donc, merci beaucoup à tous. Merci, bonne journée. Merci. Merci.